Bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire de l'assurance maladie. Donc, j'espère que vous m'entendez bien. Donc, d'un point de vue pratique, vos micros et caméras sont coupés, mais vous pourrez quand même poser vos questions via la rubrique questions-réponses, le chat tout au long de la présentation et nous y répondrons à la fin du diaporama, à la fin de notre présentation. Et pour information, le support ainsi que le replay le replay de cette réunion vous seront envoyés dans le courant de la journée. Donc, je me présente, je suis Elisabeth Pout, je suis chargée de la relation avec les employeurs au sein de la Caisse primaire de Pau et je suis accompagnée aujourd'hui de mon collègue Vincent Lambourg, qui est responsable du service des risques professionnels, voilà, et il répondra à toutes vos questions à l'issue de ma présentation. Ma collègue Géraldine Hatchissahar vous présentera ce même webinaire le 1er juillet. Donc, si vous avez des collègues qui sont intéressés pour y participer, il est encore temps de s'inscrire jusqu'au 1er juillet. Voilà, alors le sujet d'aujourd'hui, c'est les attestations de salaire en accident de travail, maladie professionnelle, et nous ferons un focus sur les primes pour vous expliquer comment elles sont prises en compte par l'assurance maladie et dans quelle mesure elles sont intégrées dans le calcul de l'indemnité journalière. Donc, au sommaire, nous ferons un point sur la date du dernier jour de travail et les éléments de salaire de référence. Nous ferons un point plus précisément sur le salaire de base, puis sur les primes et rappels de salaire, sur la perte de salaire en cas d'arrêt de votre salarié pendant la période de référence. Nous verrons donc comment l'attestation de salaire se reconstitue. Nous vous indiquerons en DSN comment ça se passe. Et pour finir, un rappel des contacts que vous pouvez avoir avec l'assurance maladie. Donc, nous allons voir dans notre première partie un rappel sur la date de dernier jour de travail et les éléments du salaire de référence. Donc, lorsque vous faites une attestation de salaire, il convient de mentionner la date du dernier jour de travail. Cette date, elle est importante parce qu'elle détermine le point de départ de la période de référence pour l'étude des droits, elle détermine le calcul du montant de l'indemnité journalière et elle détermine, bien entendu, le début de l'indemnisation. Pour mémoire, toute journée de travail commencée n'est pas indemnisable par l'assurance maladie, mais par l'employeur. Toute journée commencée doit être indemnisée par l'employeur, pas par l'assurance maladie. Donc, voyons deux exemples. Si votre salarié a un accident de travail qui entraîne immédiatement un arrêt de travail, et en arrêt de travail en suivant, la date de dernier jour de travail que vous devrez indiquer, c'est forcément la date de l'accident de travail. Donc ici, dans notre exemple, le salarié a eu un accident de travail le 12 juin. Il est suivi, cet accident de travail, immédiatement d'un arrêt de travail. C'est ce jour-là que vous devrez indiquer comme date de dernier jour de travail, même si c'est un accident de trajet, c'est-à-dire que le salarié a eu l'accident en arrivant au travail et il n'est pas arrivé jusqu'à l'entreprise. Même dans ce cas-là, c'est ce jour-là que vous devez indiquer comme date de dernier jour de travail. Dans notre cas numéro 2, le salarié a un accident de travail et puis il continue de travailler parce que pour lui, il semble que tout va bien. Et puis quelques jours après, il ne se sent pas bien et il est en arrêt et son arrêt de travail est en rapport avec cet accident. Dans ce cas-là, c'est la règle générale qui s'applique. Donc, soit il a travaillé le jour de l'arrêt, dans ce cas-là, c'est ce jour-là que vous devez indiquer comme date de dernier jour de travail. Soit, comme dans mon exemple, il n'a pas travaillé le jour de l'arrêt. Dans ce cas-là, vous indiquez la veille de l'arrêt de travail comme date de dernier jour de travail, quel que soit le jour, que ce soit un jour, même si c'est un dimanche, ou un jour habituellement non travaillé, peu importe, vous indiquez la veille. Mais bien entendu, s'il a commencé sa journée de travail, s'il va chez le médecin, s'il travaille et puis qu'il va chez le médecin en fin de journée, cette journée-là doit être indiquée comme date de dernier jour de travail puisqu'il aura travaillé. Donc, pour une bonne indemnisation d'un risque professionnel, il est important de bien déclarer 3 éléments. Donc, pour commencer, le salaire de base et accessoire du salaire de la période de référence, c'est ce qui est dans le cadre A de l'attestation de salaire. Donc, il correspond au salaire brut du mois précédent le dernier jour travaillé pour les salariés mensualisés. Par exemple, si nous avons un dernier jour de travail au 15 juin, le salaire de base, ce sera le mois de mai.
Si nous avons un dernier jour de travail au 30 juin, dans ce cas-là, le salaire de base, ça sera le mois de juin, puisqu'il sera entier, complet. Et le salaire de base, il correspond au salaire brut des 12 mois qui précèdent la date de dernier jour de travail pour les salariés qui ont une activité discontinue. Ensuite, vous devez indiquer les rappels de salaire et accessoires du salaire versés avec une périodicité différente de celle du salaire de base. C'est ce que l'on retrouve dans le cadre B de l'attestation de salaire. Ce point-là correspond aux primes et rappels de salaire versés dans les 13 mois qui précèdent le dernier jour travaillé. Nous allons le voir après plus en détail. Et enfin, vous devez indiquer la perte de salaire s'il y a lieu lorsque la période de référence n'a pas été entièrement travaillée. C'est ce que l'on retrouve dans le cadre C de l'attestation de salaire. Ça, c'est le cas où la période de référence a été minorée du fait d'une absence de votre salarié. La perte de salaire subie suite à cette absence autorisée, vous devez la déclarer dans le cadre C de l'attestation de salaire. Donc, voyons maintenant en détail le salaire de base que vous devez indiquer donc, dans le cadre A. Alors, là, on parle d'une attestation de salaire faite sur notre entreprise, parce qu'effectivement, en DSN, tout est automatique, on le verra à la fin. Mais donc là, le cadre A, ça correspond au premier écran des salaires lorsque vous établissez l'attestation de salaire sur notre entreprise. Donc, pour commencer, pour voir si vous suivez bien, je vais vous proposer un petit quiz. Alors, la question à laquelle vous devez répondre est celle-ci. À quoi correspond le salaire de base lorsque je saisis une attestation de salaire en AT-MP sur notre entreprise ou en signalement DSN? Il correspond au salaire du mois précédant le dernier jour travaillé pour les salariés mensualisés, au salaire des 3 mois qui précèdent le dernier jour de travail, au salaire des 12 mois qui précèdent le dernier jour travaillé dans le cadre d'une activité discontinue. Vous avez plusieurs réponses sont possibles. Alors, je lance le quiz. Allez-y, à vous de répondre. J'attends un peu, vous laissez répondre. Encore un peu, je vois qu'il y en a qui répondent encore. C'est bon, je vois que tout le monde a répondu. Il semblerait que tout le monde ait répondu. Non, pas tout à fait, mais bon, on va mettre fin au sondage. Donc, voilà les résultats. Alors, pour la plupart, les 3/4 ont répondu comme il faut. La réponse était celle-ci. Donc, dans le cadre d'une attestation de salaire en AT-MP sur notre entreprise ou en DSN, vous devez indiquer le salaire du mois précédent le dernier jour travaillé pour les salariés mensualisés et les salaires des 12 mois qui précèdent le dernier jour travaillé dans le cadre d'une activité discontinue. Les salaires des 3 mois, ça c'est valable pour le risque maladie, pas en AT-MP. Alors, voyons donc en détail le salaire de base que l'on retrouve dans le cadre A de l'attestation de salaire. Donc, tout au long de ma présentation, on restera sur un exemple. Donc, nous avons ici une frise qui symbolise notre exemple. Donc, admettons que nous avons un arrêt de travail avec une date de dernier jour de travail au 15 juin 2024. Dans ce cas-là, mon salaire de référence, donc on admet que c'est un cas standard, donc un salarié mensualisé. Dans ce cas-là, mon salaire de base sera le mois de mai 2024. Donc ici, vous avez l'écran que vous avez sur Net Entreprise, donc le premier écran des salaires. Vous êtes à l'étape 5 et à l'étape 1 sur 3 de l'étape 5. Donc à cet endroit-là, vous devez indiquer le salaire brut soumis à cotisation de sécurité sociale accident du travail. Il comprend seulement, dans ce cas-là, à cette étape-là, vous devez indiquer seulement les éléments de salaire liés à l'activité du mois de référence. C'est-à-dire, ça peut être le salaire principal, les congés payés, les heures supplémentaires payées et effectuées au cours du mois de référence, donc à condition qu'elles aient été effectuées également au cours du mois de mai, puisque c'est le mois de référence ici dans notre exemple, et les primes mensuelles versées au titre du mois de référence, assiduité par exemple, habillage, voilà.
Nous verrons après en détail ce qui a été payé ce mois-là et qui ne relève pas du mois de référence. Nous verrons après dans quelle partie vous devez les indiquer. Dans cet endroit-là, en tout cas dans cette partie-là, vous devez indiquer seulement les éléments du salaire liés à l'activité du mois de référence. Et vous devez indiquer, bien entendu, la part salariale qui correspond forfaitaire, qui correspond au 21% du montant brut que vous aurez indiqué ici précédemment. Nous vous donnons un exemple ici de bulletin de salaire pour vous montrer le brut soumis à cotisation que vous devez indiquer. Donc, c'est bien le salaire brut qui est indiqué, qui est pris ici pour le calcul des cotisations accident de travail, maladie professionnelle. Alors ici, dans mon exemple, le salaire brut, il est identique au salaire brut soumis à cotisation. Mais il y a des cas pour certains employeurs où vous verrez que le brut n'est pas tout à fait, et le brut soumis à cotisation ne sont pas identiques parce qu'il peut y avoir des cotisations, des fois de prévoyance pour lesquelles le salarié ne cotise pas dessus, ou parfois pour certains employeurs, il y a des abattements entre le salaire brut et le soumis à cotisation. En tout cas, pour l'assurance maladie, on parle toujours de salaire brut soumis à cotisation. Donc, pour rappel, vous indiquez un mois de salaire brut soumis à cotisation si le salarié est mensualisé ou 12 mois si le salarié est en activité discontinue. Donc, nous allons voir à présent, nous allons faire un focus sur les primes et rappels de salaire que vous devez indiquer donc, dans le cadre B de l'attestation de salaire. Alors, comme on est très joueur aujourd'hui, je vous lance un deuxième petit sondage. Alors, la question est, quelles primes et rappels de salaire doivent être indiqués sur mon attestation de salaire en cas d'accident de travail ou maladie professionnelle? Toutes les primes et rappels de salaire brut des 13 mois précédant le dernier jour travaillé, toutes les primes et rappels de salaire brut versés dans les 13 mois précédant le dernier jour travaillé, toutes les primes et rappels de salaire brut versés dans le mois précédent le dernier jour travaillé. Alors, je lance le sondage. Allez-y, c'est à vous. Il faut bien faire attention à ce qui est écrit. J'attends un peu que tout le monde réponde. Donc, cette question ne vous emballe pas beaucoup. Allez, on va mettre fin au sondage et je vais vous expliquer tout ça. Donc, pour la plupart, vous avez répondu toutes les primes et rappels de salaire brut versés dans le mois précédent le dernier jour travaillé. Enfin, la majorité a répondu ça. Eh bien non, c'était toutes les primes et rappels de salaire brut versés dans les 13 mois précédant le dernier jour travaillé. Et nous allons voir ensemble maintenant pourquoi. Nous allons vous expliquer comment on le prend en compte dans le calcul de l'indemnité journalière. Donc, nous gardons toujours notre exemple ici avec une date de dernier jour de travail au 15 juin 2024 et notre salaire de base, donc le mois de référence, c'est mai 2024. Et donc, on vous demande à cette étape 2 sur 3, donc sur Net Entreprise, lorsque vous faites la déclaration sur Net Entreprise, à cette étape qui est intitulée Rappel de salaire et accessoires du salaire versé pour une périodicité différente de celle du salaire, on vous demande ici d'indiquer les primes et rappels de salaire toujours bruts soumis à cotisation, susceptibles d'être pris en compte et versés avec une périodicité différente de celle du salaire de base. En fait, vous devez indiquer tout ce qui a été versé pendant les 13 mois précédant le dernier jour de travail. Et donc ici, dans mon exemple, ça sera toutes les primes qui ont été versées pour la période du 1er mai 2023 au 31 mai 2024. Je vais vous expliquer comment on les prend en compte, vous comprendrez mieux pourquoi on vous demande d'indiquer les primes de toute cette période, de cette longue période. Alors, par exemple, ça peut être un 13e mois, un 14e mois, une prime de fin d'année ou des rappels de salaire suite à une augmentation s'ils ont été versés
au cours du mois de mai, mais qui concernaient le mois de janvier ou février, par exemple, ils doivent être exclus du salaire de base et indiqués à cet endroit-là en notant la période à laquelle ils se rapportent. Et vous devez indiquer pour chaque montant la part salariale à déduire du montant de ces primes qui correspond toujours au taux forfaitaire de 21%. Donc voilà, vous indiquez ici 21% de ce montant-là. Donc voyons ici quelques exemples de primes que vous pourriez être amenés à nous déclarer. Par exemple, ici, donc, notre période, toujours, est du 1er mai 2023 au 31 mai 2024. Là, on a trois exemples de primes. L'une est versée le 30 juin 2023, elle se situe bien dans cette période-là. La période de référence de la prime, c'est du 1er avril 2023 au 30 septembre 2023, donc sur 6 mois. Vous indiquez le montant de la prime, ici 1200, et la part salariale à déduire qui correspond à 21% de 1200, donc ce qui fait 252 € ici dans cet exemple. Autre exemple, nous avons une prime versée le 30 novembre 2023, dont la période de référence va du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023, donc 12 mois. Le montant de la prime est 1500 et toujours pareil, la part salariale à déduire. Et ainsi de suite. Un autre exemple, une prime versée le 31 mars 2024. Vous voyez, on est toujours dans cet espace-temps, hein, dans cette voilà, amplitude. Et la période de référence va du 1er janvier 2024 au 31 mars 2024. Le montant de la prime, 300 €. La part salariale à déduire, 63 €. Voilà, ça peut être des exemples de primes que vous nous indiqueriez dans ce cadre B. Donc, il y a différents éléments qui sont importants pour comprendre la prise en compte des primes en AT1P. Nous allons les voir à présent. Donc, ce qui est important, c'est la date de versement de la prime. Il s'agit de la date à laquelle l'employeur effectue le versement de la prime, par exemple la date du virement. Et cette date, elle est vraiment déterminante pour la prise en compte de la prime. Nous allons le voir après. La période de référence de la prime également, il s'agit de la période à laquelle se réfère la prime versée. Par exemple, une prime versée le 1er janvier 2024, elle correspond à la période du 1er, c'est un exemple, hein, du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023. Et ça aussi, c'est un élément important, surtout la durée, le nombre de mois auquel fait référence la prime, cette durée-là est importante. La période de report de la prime, elle est calculée par l'assurance maladie en fonction de la date de versement de la prime et de sa période de référence. Donc ça, c'est calculé par nos services. Ainsi que la proratisation de la prime, elle est également calculée par l'assurance maladie. Donc, par exemple, pour une prime annuelle, donc sur 12 mois de 1200 €, on reportera le montant de 100 €, c'est-à-dire 1200 € divisé par 12 mois sur la période de report. Pour une prime semestrielle de 300 €, on reportera le montant de 50 €, c'est-à-dire 300 € divisé par 6 mois. Alors, la période de report, elle est calculée, donc, comme je vous disais, par l'assurance maladie. Elle est déterminée en fonction de sa date de versement, de la date de versement de la prime. Donc, il y a deux possibilités. Soit la prime a été versée pendant la période de référence à laquelle elle se rapporte. Dans ce cas-là, la période de report démarre le premier jour du mois de versement. Exemple, nous avons une prime versée le 31 décembre 2023. Sa période de référence va du 1er janvier au 31 décembre 2023. Vous voyez bien que la date de versement, elle est inclue ici dans la période de référence de la prime. Donc, dans ce cas-là, la période de report commencera le premier jour du mois de versement. Ici, le mois de versement, c'est le mois de décembre. Donc, la période de report commencera le 1er décembre 2023. Elle se prolongera de 12 mois, puisque la période de référence était de 12 mois. Donc, la période de report ira du 1er décembre 2023 au 30 novembre 2024. Autre cas, donc si la prime est versée en dehors de la période de référence à laquelle elle se rapporte, la période de report démarre le premier jour du mois civil suivant la date de versement. Donc, voyons un exemple, une prime versée le 3 janvier 2024, dont la période de référence va du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023, 12 mois. Ici, on voit bien que la date de versement est en dehors de la période de référence. Donc, la période de report débutera le premier jour du mois civil suivant.
donc le 1er février 2024, et elle se prolongera jusqu'au 31 janvier 2025, 12 mois plus tard, donc comme l'amplitude de la période de référence de la prime. Voilà la règle, et nous allons voir maintenant plus en détail donc comment on le prendrait en compte, nous, dans le calcul de l'indemnité journalière. Donc, voyons d'abord le cas d'une prime versée pendant la période de référence. Donc, dans ce cas-là, la période de report démarre le 1er jour du mois du versement. On garde toujours notre même exemple ici en mémoire. Donc, ici, en rose, vous avez la saisie que vous pourriez faire vous en tant qu'employeur, la saisie des différentes primes perçues par le salarié. Et ici, en bleu, on vous a noté le calcul fait par l'assurance maladie. Donc, premier exemple, nous avons une prime versée le 30 juin 2023, dont la période de référence va du 1er avril 2023 au 30 septembre 2023, donc 6 mois. Le montant de la prime est de 1 200 €. Nous, assurance maladie, donc le montant, on va calculer le montant à reporter s'il y a lieu. Il serait de 1 200 € divisé par 6, donc ce qui nous ferait 200 €. Et la période de report, étant donné ici que la date de versement est inclue dans la période de référence de la prime, la période de report va démarrer le 1er juin 2023 et va se terminer le 30 novembre 2023. Donc ici, pour notre exemple où il nous faut le salaire de base du mois de mai 2024, on voit bien que le mois de mai 2024, il n'est pas inclus dans cette période de report puisqu'elle se termine le 30 novembre 2023. Donc, cette prime-là, elle ne sera pas reportable, on ne la prendra pas en compte pour le calcul de l'indemnité journalière. Par contre, ce n'est pas grave que vous l'ayez noté, hein, dans le doute, on va vous le redire après, mais dans le doute, surtout, notez toutes les primes et rappels de salaire versés dans les 13 mois qui suivent l'arrêt de travail. C'est l'assurance maladie, après, qui calculera si la prime doit être prise en compte ou pas. Un autre exemple ici, une prime versée le 30 novembre 2023, donc dont la période de référence va du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023. Le montant est de 1 500 €. Donc, nous allons reporter 1 500 € divisé par 12, soit 125 €. Et la période de report va démarrer du 1er novembre 2023 et va se prolonger jusqu'au 31 octobre 2024. Ici, par contre, notre mois de référence, qui est le mois de mai 2024, il est bien inclus dans cette période de report. Donc, cette prime-là, elle sera prise en compte pour le calcul de l'indemnité journalière. Autre exemple, une prime versée le 31 mars 2024, dont la période de référence va du 1er janvier 2024 au 31 mars 2024, sur 3 mois. Le montant de la prime est de 300 €. Le montant à reporter sera donc de 100 €, 300 divisé par 3. Et la période de report donc, démarrera du 1er mars 2024 au 31 mai 2024. Ici, on a encore une fois de plus le mois de mai, notre mois qui est un exemple. Le salaire de base est bien inclus dans cette période de report. Donc, cette prime sera également prise en compte pour le calcul de l'indemnité journalière. Ce qui fait qu'au salaire de base, on rajoutera 100 plus 125, soit 225 € de prime qui fera partie intégrante du calcul de l'indemnité journalière. Donc ici, on vous l'a présenté sous forme de tableau un peu synthétique et peut-être que pour certains, ça va être plus simple de le comprendre sous forme de frise chronologique. Donc là, je vais vous expliquer 2 exemples sous forme de frise, pardon. Alors, vous avez une frise ici chronologique donc, qui s'étale de mai 2023, ici jusqu'à décembre 2023, puis vous avez l'année 2024 qui démarre. Nous sommes toujours dans notre exemple où la prime est versée pendant la période de référence. Donc, la période de report démarre le 1er jour du mois de versement. Nous gardons notre exemple avec la date de dernier jour de travail au 15 juin. Donc, le salaire de référence, c'est le mois de mai 2024. Donc, on vous demandera d'indiquer toutes les primes et rappels de salaire versés dans les 13 mois qui précèdent l'arrêt de travail, ce qui nous fait donc du 1er mai 2023 au 31 mai 2024. Prenons un exemple ici d'une prime sur 6 mois versée le 30 juin 2023.
La période de référence de cette prime, elle va du 1er avril 2023 au 30 septembre 2023, donc 6 mois. Étant donné que la date de versement est inclue dans la période de référence de la prime, la période de report va démarrer le premier jour du mois de versement de la prime, donc ici dans cet exemple, le 1er juin 2023. Et la période de report, donc on va reporter 6 mois, donc elle va se prolonger jusqu'au 30 novembre 2024. Vous voyez bien, donc ma période de report, elle est ici symbolisée en bleu foncé. Notre salaire de référence ici, qui est mai 2024, vous voyez bien qu'il ne se situe pas dans cette période de report, là, symbolisée en bleu. Donc, cette prime, elle ne sera pas reportable, elle ne sera pas prise en compte pour le calcul de l'IJ. Autre exemple, une prime versée le 30 novembre 2023. La période de référence de cette prime s'étale du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023. Donc, la date de versement est bien inclue dans ma période de référence de la prime. La période de report donc, va bien démarrer le premier jour du mois de versement, soit le 1er novembre 2023. Et on va reporter 12 mois, puisque la période de référence de la prime est de 12 mois. Donc, on va reporter 12 mois en suivant. Donc, du 1er novembre 2023 au 31 octobre 2024. Ici, dans cet exemple, mon salaire de référence qui est mai 2024, il est bien situé dans cette période de report ici en bleu foncé. Donc, cette prime-là sera prise en compte pour le calcul de l'indemnité journalière. On prendra donc 1/12e du montant de cette prime et qu'on intégrera au calcul de l'IJ. Donc ici, on vous fait un petit résumé donc, du premier exemple où vous avez toutes mes précédentes pages concaténées en une seule. Donc toujours pareil, hein, mon salaire de référence qui est le mois de mai, la prime ici versée le 30 juin, qui va sur 6 mois. En rose, vous avez la période de référence de la prime. La période de report, elle est symbolisée en bleu foncé. Donc, la période de report, elle va du 1er juin 2023 au 30 novembre 2023. Mon salaire de référence, ici, on voit bien qu'il n'est pas dans la période de report. Donc, cette prime-là ne sera pas prise en compte. Et ici, le second exemple que je vous ai présenté, où là, par contre, mon salaire de référence, il est bien dans la période de report, symbolisée ici en bleu foncé. Donc, cette prime-là, elle sera reportable et prise en compte dans le calcul de l'IJ. Voyons à présent les primes versées en dehors de la période de référence. Donc, lorsque la prime elle est versée en dehors de la période de référence, la période de report, elle démarre le premier jour du mois civil qui suit la date de versement. Donc ici, en bleu, vous avez les saisies que vous, en tant qu'employeur, vous pourriez faire. Et ici, donc en bleu clair, votre saisie d'employeur. Et en bleu foncé, ici, le calcul fait par l'assurance maladie. Donc, prenons les exemples un par un. Premier exemple, nous avons une prime versée le 5 mai 2023, dont la période de référence de la prime s'étale du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022, sur 12 mois. Le montant de la prime est de 600 €. Là, vous voyez bien que ma date de versement de la prime n'est pas inclus dans la période de référence de la prime. Donc, la période de report va démarrer le premier jour du mois civil qui suit. Comme la date de versement, c'est mai, mais la période de report va démarrer le 1er juin 2023 et elle va s'étaler jusqu'au 31 mai 2024, donc 12 mois plus tard. Dans ce cas-là, on prendrait en compte 50 €, 600 divisé par 12. Ici, donc, dans la période de report, donc elle s'étale jusqu'au 31 mai 2024. Mon salaire de base, si on garde toujours notre exemple, mon salaire de base ici, le mois de mai 2024, il est bien inclus dans la période de report. Donc, on prendra en compte cette prime-là pour le calcul de l'IJ. On rajoutera 50 € au salaire de base. Autre exemple, une prime versée le 5 octobre 2023, dont la période de référence va du 1er avril 2023 au 30 septembre 2023. Donc, sur 6 mois, la prime est de 1 200 €. Donc, on prendrait 1 200 divisé par 6, soit 200 €. Ici, la période de report va donc démarrer le 1er novembre 2023 et va s'étaler jusqu'au 30 avril 2024. Là, mon salaire de base mai 2024, il ne se situe pas dans cette période de report. Donc, cette prime-là ne sera pas prise en compte.
Un autre exemple, une prime versée le 5 janvier 2024, dont la période de référence est de l'année 2023. Donc, nous prendrions en compte 1 500 euros, qui est le montant de la prime, divisé par le nombre de mois par 12, ça fait 125 euros. La période de report ici, dans cet exemple, se situerait du 1er février 2024 au 31 janvier 2025. Là, dans cette période de report, notre mois ici de référence, qui est le mois de mai 2024, pour notre exemple, il est bien inclus dans cette période de report. Donc, cette prime-là, on la prendrait en compte. Et un autre exemple, pour finir, une prime versée le 5 mai 2024, dont la période de référence va du 1er janvier 2024 au 30 avril 2024, sur 4 mois. La période de report ici va démarrer le 1er juin 2024 et va s'étaler jusqu'au 30 septembre 2024. Donc, vous voyez, elle démarre après notre période de référence ici, qui est mai 2024. Donc, cette prime-là, elle ne serait pas reportable non plus. On ne la prendrait pas en compte dans le calcul de l'IJ. Donc, au final, toutes ces 4 primes indiquées, on rajouterait 125 euros plus 50 euros au calcul de l'IJ. Voilà. Juste ces deux primes-là qui seraient reportables. Donc ici encore, je vais vous l'expliquer sous forme de frise chronologique. Donc on garde toujours en exemple l'arrêt de travail du 15 juin 2024. Notre mois de référence, c'est toujours le mois de mai 2024. Donc on va vous demander d'indiquer toujours les primes et rappels de salaire versés entre le 1er mai 2023 et le 31 mai 2024. Là, c'est symbolisé par des petits pointillés bleu ciel. Nous avons une prime ici, un premier exemple, une prime de 12 mois qui est versée le 5 mai 2023. La période de référence, qui est symbolisée ici en rose, elle s'étale du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022. Donc, vous voyez bien que la date de versement de la prime, elle ne se situe pas dans la période de référence. Donc, ma période de report de la prime, elle va démarrer le premier jour du mois civil qui suit. Donc, elle va démarrer le 1er juin 2023 et elle va s'étaler de 12 mois, donc jusqu'au 31 mai 2024. Ici, on voit bien que mon salaire de référence, il se situe bien dans la période de report de la prime. Donc, cette prime-là, elle sera reportable. Elle sera prise en compte. 1/12 du montant de cette prime sera pris en compte pour le calcul de l'IJ. Un second exemple, donc une prime versée le 5 octobre 2023. La période de référence de cette prime est de 6 mois. Elle s'étale du 1er avril 2023 au 30 septembre 2023. Ma période de report va donc démarrer le premier jour du mois civil qui suit, soit le 1er novembre 2023. Et elle va s'étaler sur 6 mois, donc jusqu'au 30 avril 2024. Ici, on voit bien que mon salaire de référence du mois de mai 2024, pour l'exemple que l'on a pris, ne se situe pas dans cette période de report. Donc, cette prime ne sera pas prise en compte pour le calcul de l'IJ. Donc, ici, encore une fois, vous avez le résumé donc, des exemples en une seule diapo, des exemples que l'on vient de voir. Donc, ici, avec notre prime sur 12 mois, ou qui serait reportable puisque le salaire de référence est bien inclus dans la période de report de la prime, symbolisée ici en bleu foncé. Et mon second exemple, où cette fois la période de report s'arrête au 30 avril 2024, où là, donc, la période de référence n'étant pas inclue dans la période de report, cette prime ne serait pas prise en compte pour le calcul de l'indemnité journalière. Nous allons voir un autre exemple pour la prime de fin d'année, par exemple, qui peut être versée pendant ou en dehors de la période de référence à laquelle elle se rapporte. Donc ici, nous prenons un nouvel exemple. Nous avons un arrêt le 11 janvier 2024. Donc notre période de référence, c'est le mois de décembre 2023. Dans ce cas-là, on va vous demander d'indiquer toutes les primes et rappels de salaire versés entre le 1er décembre 2022 et le 31 décembre 2023. Donc, toujours sur les 13 mois qui précèdent la date du dernier jour de travail. Par exemple, ici, nous avons une prime de 13e mois versée le 5 janvier 2023, dont la période de référence de la prime va du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022, 12 mois.
Le montant de cette prime est de 1 440 €. Donc, le montant à reporter serait de 1 440 divisé par 12. La période de report ici, donc on voit bien que la date de versement de la prime, elle se situe en dehors de la période de référence de la prime. Donc, la période de report, elle va démarrer le premier jour du mois civil qui suit, c'est-à-dire le 1er février 2023, et elle va s'étaler jusqu'au 31 janvier 2024. Ici, notre mois de référence, comme j'ai un exemple, décembre 2023, il est bien inclus dans cette période de report. Donc, cette prime-là serait prise en compte pour le calcul de l'indemnité journalière. Autre exemple, une prime versée le 31 décembre 2023, dont la période de référence va du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023. Pardon. Ici, la date de versement, elle est bien inclue dans la période de référence de la prime. Le montant est de 1 500 €. Donc, on reporterait 1 500 divisé par 12, excusez-moi, soit 125 €. Et la période de report, donc étant donné que la date de versement est inclue dans la période de référence, la période de report va démarrer le premier jour du mois de versement de la prime, soit le 1er décembre 2023, et elle va s'étaler jusqu'au 30 novembre 2024. Ici encore, mon mois de référence qui est décembre 2023, il est bien inclus dans ma période de report. Donc, cette prime-là, on intégrerait donc un 12e de cette prime au calcul de l'IJ. Donc ici, pour cet exemple, on intégrerait donc 245 € qu'on rajouterait au salaire de base pour calculer l'IJ. Voilà, donc c'est pour cela, vous voyez qu'il est très important de noter toutes les primes versées sur les 13 mois qui précèdent la date du dernier jour de travail. Il faut bien entendu mettre le montant réellement versé. Hein. C'est pas, vous ne faites pas le calcul. Hein. Ce calcul-là, il est fait par l'assurance maladie. Hein. Vous vous indiquez la date de versement, la période de référence de la prime et le montant de la prime versée. Nous allons voir un cas particulier qui est le cas des heures supplémentaires et la modulation du temps de travail. Donc, le principe pour les heures supplémentaires, c'est que lorsqu'elles sont réellement effectuées au cours de la période de référence, elles doivent être prises en compte dans le salaire de base. Par contre, si elles sont payées durant le mois de référence, mais qu'elles se réfèrent à d'autres mois, à un autre mois que le mois de référence, dans ce cas-là, vous devez les indiquer dans la partie des primes et rappels de salaire. Par exemple, nous avons un accident de travail en juin 2024, donc le mois de référence est mai 2024 toujours. Au total, 60 heures supplémentaires ont été effectuées en mars, avril, mai 2024. Elles ont été versées en mai 2024. Donc, sur ces 60 heures, vous inclurez 20 heures, les 20 heures qui ont été effectuées durant le mois de mai 2024. Le montant correspondant à ces 20 heures effectuées devra être inclus dans le salaire de base, donc dans le cadre A, sur le premier écran de salaire. Et par contre, les 40 heures restantes qui ont été effectuées sur des mois différents, vous devrez les exclure du salaire de base et les indiquer avec leur périodicité dans l'endroit des primes et rappels de salaire voilà, et accessoires versés avec une périodicité différente que celle du salaire de base. Autre cas particulier, donc la modulation du temps de travail. Cela correspond à des dispositions spécifiques concernant le temps de travail des salariés. Il faut qu'elles soient inscrites au contrat de travail ou à la convention d'entreprise. Donc, dans ce cas-là, toujours avec mon exemple d'accident de travail enfin non, ici, nous avons un autre exemple, un accident de travail en janvier 2024 avec un mois de référence qui est donc le mois de décembre 2023. Au total, 150 heures effectuées dans le cadre d'une modulation pour l'année 2023 ont été versées en décembre 2023. Dans ce cas-là, dans le cadre de la modulation, hein, qui est vraiment une disposition spécifique, ce montant-là, le montant total des heures versées en décembre devra être inclus dans le salaire de base, c'est-à-dire dans le cadre A. Donc, ce qu'il faut retenir, vous devez renseigner d'abord la date de dernier jour de travail. Dans le salaire de base, donc dans ce qui correspond au cadre A, vous devez indiquer uniquement les éléments de salaire liés à l'activité du mois de référence. Tous les éléments de salaire qui ne sont pas liés à l'activité du mois de référence, ils sont à intégrer dans la partie rappel de salaire, donc dans la partie des primes et rappels de salaire versés avec une périodicité différente que celle du salaire de base.
Et donc, toutes les primes et rappels de salaire, vous devez nous indiquer tout ce qui a été versé durant les 13 mois qui précèdent la date de dernier jour de travail. Et ensuite, c'est l'assurance maladie qui calculera si on peut les prendre en compte ou pas dans le calcul de l'IJ. Donc, si vous avez un doute, voilà, vous n'hésitez pas, vous mettez toutes les primes versées des 13 mois qui précèdent. Et ensuite, nos services feront le calcul eux-mêmes et verront si on doit les prendre en compte ou pas. Donc, voyons à présent la perte de salaire. Donc, si votre salarié, donc ça c'est la partie 3 sur 3, on est toujours à l'étape 5 là, sur Net Entreprise, et c'est le troisième écran des salaires. Donc, ici, vous avez étape 5, salaire de référence 3 sur 3. Donc, à cet endroit-là, vous devez indiquer la perte de salaire éventuellement subie par votre salarié s'il a eu une absence autorisée durant le mois de référence. Donc, vous devez indiquer, vous devez choisir le motif de l'absence autorisée qui donne lieu à rétablissement de salaire. On parle toujours d'absence autorisée. Hein. À partir du moment où une absence n'a pas été autorisée par l'employeur, elle n'est pas, vous ne devez pas la rétablir, vous ne devez pas la déclarer. Voilà, on ne peut pas rétablir une absence qui n'a pas été autorisée par l'employeur. Vous devez indiquer donc la période de l'absence, le montant du salaire brut perdu soumis à cotisation, on parle toujours de salaire brut soumis à cotisation, et bien entendu les 21% qui se réfèrent à ce montant-là, qui correspondent toujours au forfait, un taux forfaitaire de cotisation. Et donc à cet endroit-là, vous indiquez le salaire brut perdu donc pour l'absence de votre salarié pendant la période de référence. Donc, voyons à présent la reconstitution de l'attestation de salaire. Donc, l'attestation de salaire, après tout ce qu'on vient de dire, elle va se reconstituer de cette façon-là. Donc, le cadre A, c'est ici ce cadre-là que vous voyez dans l'attestation. Donc, dans le cadre A, on y retrouve les salaires de base et accessoires du salaire correspondant à la période de référence. Dans le cadre B, ici, on y retrouve donc tous les rappels de salaire et accessoires du salaire versé avec une périodicité différente de celle du salaire de base. Et dans le cadre C, ici, donc, on retrouve, c'est le cas où la période de référence n'a pas été entièrement travaillée. On y retrouve donc ici la perte de salaire de votre salarié. Donc, voyons à présent comment ça se passe en DSN. Alors, on va faire un dernier petit quiz. Donc, en DSN, quels sont les avantages, d'après vous, du signalement DSN dans le cadre d'une déclaration ATMP? Alors, 4 possibilités. Vous avez plusieurs choix sont possibles. Pas de montant de salaire à compléter, pas de prime à indiquer, pas de perte de salaire à saisir. Et un seul signalement DSN génère une attestation ATMP et une en maladie. Donc, je vous lance ce petit sondage. Alors, je vous lance ce petit sondage. Visiblement, il n'a pas l'air de se lancer. Bon, mais c'est raté. Je crois que le petit sondage, il se lance pas. Désolé, c'est les joies de l'informatique. Mon petit sondage ne s'est pas lancé. Bon, bien entendu, je suis sûre que vous auriez noté, que vous auriez choisi toutes les possibilités. C'est bien entendu ça, en DSN. Alors, nous allons le voir. Un seul signalement DSN effectué au titre ATMP génère une attestation au risque ATMP et une au risque maladie. Ça, comme si vous aviez fait 2 attestations. Ça nous permet à nous de régler l'arrêt de travail en provisionnel au titre de la maladie dans l'attente de la reconnaissance de l'accident de travail, donc pendant la durée de l'instruction du dossier pour pas que la situation financière des salariés ou la trésorerie des entreprises soit pénalisée. On règle à minima en maladie. Et ensuite, si l'accident de travail ou maladie professionnelle est reconnu, on régularise le dossier au titre de la TMP. Et donc, puisque on aura les 2 attestations de salaire, on pourra faire les 2 sans problème. Voilà, donc tout l'avantage du signalement des SN à TMP qui génère automatiquement les 2 attestations sans action supplémentaire de votre part.
Et avec un signalement DSN, c'est beaucoup plus simple puisque vous n'avez pas de montant de salaire à compléter, vous n'avez pas de prime à indiquer, pas de perte de salaire à saisir. C'est le système qui va aller récupérer tout seul, lui, automatiquement, tous ces éléments-là dans les DSN mensuels. Voilà. Donc, c'est plus simple pour vous. Et donc, nous allons voir à présent donc la grille d'aide au remplissage des primes. Alors, cette partie-là, on va le passer brièvement. C'est surtout, vous l'aurez ensuite dans le diaporama. Cette grille-là, elle est faite pour vous aider à paramétrer correctement les primes dans votre logiciel de paye. Le paramétrage des primes dans votre logiciel de paye est très important puisque c'est de là que l'attestation, puisque cela génère la reconstitution de l'attestation de salaire. Et en fait, si les primes sont bien paramétrées, l'attestation de salaire sera forcément reconstituée correctement. Donc, tout ce qui est afférent au cadre A, enfin, qui doit se retrouver dans le cadre A des attestations de salaire, donc toutes les primes qui doivent être incluses dans le salaire de base, en fait, qui doivent être prises en compte dans le salaire de base, elles doivent être paramétrées dans ce qu'on appelle le bloc 51. Mais tout cela peut-être ne vous parle pas beaucoup, donc pas préférable de voir cette partie-là avec votre éditeur de logiciel. Et ensuite, toutes les primes que l'on doit retrouver dans le cadre B, donc de l'attestation de salaire, elles doivent être paramétrées dans les blocs 52, voilà, de façon à ce que l'attestation de salaire se reconstitue correctement. Donc, tout ceci à voir peut-être avec votre éditeur de logiciel. Donc, voyons à présent le calcul de l'indemnité journalière en ATMP. Donc, le montant des IJ, en ATMP, il évolue dans le temps. Donc, pendant les 28 premiers jours d'indemnisation suivant l'arrêt de travail, l'indemnité journalière est égale à 60% du salaire journalier de base. Alors, le salaire journalier de base, c'est donc le salaire pris en compte pour la période de référence divisé par 30,42. Voilà, et donc on prend 60% de ce montant-là. Et à partir du 29e jour d'arrêt de travail, l'indemnité journalière, elle est majorée et portée à 79% du salaire journalier de base. C'est-à-dire qu'on limite, donc pour rappel, on applique le taux forfaitaire de cotisation à 21%. Et l'IJ, elle est limitée à 79% du salaire journalier de base, de façon à ce que, bien entendu, le salarié ne perçoive pas plus en arrêt de travail que s'il travaillait. Et au-delà de 3 mois d'arrêt de travail, l'indemnité journalière, elle peut être revalorisée en cas d'augmentation générale des salaires après l'accident. Ça se fait sur demande du salarié ou de l'employeur. Pour la subrogation, donc il faut consulter votre convention collective ou accord d'entreprise pour connaître les conditions de subrogation pendant l'arrêt de travail. Pour rappel, on vous demande toujours d'indiquer les dates maximales prévues dans votre convention ou accord de branche. Il ne faut surtout pas limiter la date de subrogation aux dates de l'arrêt de travail, parce que si jamais il y a une prolongation, nous, au lendemain de ce qui est noté sur l'attestation de salaire initiale, on réglerait à l'assuré. Et ensuite, on ne reviendrait pas sur ce paiement. Donc, autant mettre les dates maximales prévues par votre convention d'emblée. Comme ça évitera des erreurs de paiement. De toute façon, on ne réglera pas au-delà de ce qui est prescrit par le médecin. Donc, en cas d'attestation rectificative, bon, si par cas vous nous mettiez vous limiteriez les dates de subrogation, vous pouvez toujours nous signaler une prolongation de la subrogation, donc par le biais d'une attestation de salaire rectificative. Mais dans ce cas-là, il faudra bien veiller à reporter la date de début initiale de la subrogation. Par exemple, si vous avez mis une subrogation pour le mois de mars, donc du 1er au 31 mars, vous souhaitez la prolonger, donc par le biais d'une attestation rectificative, vous souhaitez la prolonger jusqu'au 30 avril, surtout, vous reprendrez la date de début du 1er mars et vous mettrez la date de fin au 30 avril. Il ne faut pas prolonger juste du 1er avril au 30 avril, parce que faut savoir qu'une attestation de salaire rectificative, ça écrase toutes les informations précédemment déclarées. Donc, il faut bien reprendre la date de début initiale. Et ensuite, sachez que pour nous, voilà, notre outil de production, à un ciré ne peut correspondre qu'un seul relevé d'identité bancaire. Hein. Vous ne pouvez pas changer de coordonnées bancaires suivant, par exemple, la catégorie de salariés ou suivant le risque des indemnités journalières, que si elles sont en maladie, maternité ou accident de travail. Pour nous, pour un ciré ne peut correspondre qu'un seul relevé d'identité bancaire.
Voilà, j'en ai fini pour ma présentation. Donc, je vais donc laisser la place à mon collègue Vincent qui va répondre à vos questions. Voilà, je laisse la place à Vincent. Donc, première question de Madame Fourtic. Bonjour, je n'ai jamais saisi les primes versées en dehors du mois de référence. Faut-il que je fasse des attestations rectificatives? Oui, puisque du coup, on n'a pas pu les prendre en compte, hein, en sachant qu'on ne peut pas faire des rectificatifs sur des années, puisque nous, on peut régulariser les dossiers sur 2 ans, hein, c'est notre date butoir. Donc, vous pouvez effectivement effectuer des DSIJ rectificatives, hein, et on pourra reprendre les dossiers correspondants. Deuxième question d'un spectateur anonyme. L'AT se déclare aussi via la DSN événementielle. Comment sont traités tous ces éléments? Donc là, c'est plutôt toi qui vas pouvoir y répondre pour la déclaration de l'AT. L'AT se déclare aussi via la DSN. Comment sont traités tous ces éléments? Alors, qu'est-ce que vous entendez? Alors, pour l'AT, on est bien d'accord qu'il y a deux choses à faire, hein. Vous avez d'une part la déclaration d'accident de travail elle-même, hein, à effectuer sur notre entreprise et l'attestation de salaire, donc via une DSN événementielle, effectivement, de préférence, ou sur notre entreprise. Ah non, alors oui, si je comprends bien la question, je pense que vous me demandez si l'accident lui-même se déclare via la DSN. Non, la déclaration d'accident de travail, c'est-à-dire avec tout ce qui comporte les éléments, hein, la date de l'accident, l'heure, la façon dont c'est arrivé, tout ça, c'est fait l'objet d'une déclaration à part, hein, sur notre entreprise aussi, de préférence. Voilà. Il y a deux déclarations à faire dans le cadre d'un accident de travail. Est-ce que j'ai bien répondu à votre question? Sinon, après, ce qui est fait via la DSN événementielle, nous, on reçoit une attestation de salaire comme vous pourriez la faire sur notre entreprise. C'est la même chose, hein. Si vous faites un arrêt de travail via la DSN événementielle, vous faites une attestation de salaire à notre entreprise, pour nous, au bout, c'est la même chose, on reçoit une attestation de salaire. Voilà. Mais par contre, les éléments concernant l'AT lui-même, hein, avec tout le descriptif, la façon dont s'est déroulé l'accident, ça, c'est une déclaration à part, hein. La DSN ne le fait pas. Vous devez vraiment effectuer vous-même la déclaration, donc sur notre entreprise, hein, à partir du compte entreprise. Je vois qu'il n'y a pas d'autres questions. Bon, bah, écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, pardon, je vais mettre fin ah si, il y en a une nouvelle. Donc, si en arrêt en février 2025, dans le cas d'une prime de 13e mois calculée sur la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024, valeur de 1 000 € par exemple, et dont la convention prévoit un premier paiement en juin 2024, 1 000 € et le solde en décembre 2024, 1 000 €. Comment remplir le cadre relatif aux primes en termes de montant et de période de référence? Oui, donc ça, c'est un cas assez classique où il y a une prime de fin d'année, en fait, hein, qui arrive en fin d'année, mais qui a une première partie versée avant l'été, hein, au bout de 6 mois, hein. Donc, normalement, sur la déclaration, vous allez indiquer 2 versements de primes, en précisant que celle de juin, eh bien, elle est pour 6 mois, et que celle versée en décembre, elle est pour 6 mois également. C'est comme s'il y avait 2 primes de versées, hein. Il y a une avance de prime, mais vous l'indiquez comme s'il y avait 2 primes de versées. Alors, bonjour. Allons-nous recevoir des infos sur le certificat médical sécurisé mis en place à partir du 1er juillet? Oui, ça devrait pas tarder. On attend les infos de la part de la Caisse nationale pour pouvoir communiquer comme il se doit. Ça devrait pas tarder. Bonjour, allez-vous faire un webinaire sur l'attestation de salaire temps partiel thérapeutique pour la TMP SVP? Alors là, dans l'immédiat, c'était pas prévu, mais on peut le faire effectivement. Et puis, si, si vous avez des soucis, voilà, sur tel ou tel point, n'hésitez pas surtout à nous contacter. Allez, je vais vous mettre, attendez, je vais faire avancer mon diaporama. Et là, vous avez nos contacts ici. Donc, on vous rappelle le 36 79, donc pour tout ce qui est réclamation concernant un dossier non réglé, hein, notamment. Et sur notre entreprise, on vous rappelle, vous avez pas mal d'informations sur tout ce qui est législation ou l'arrêt de travail et la façon surtout dont tout ça doit être paramétré dans le logiciel de paye.
Et ici, on vous met nos contacts locaux. Alors, c'est Joël Colombani pour les employeurs qui relèvent de la CPAM de Bayonne et Géraldine Etchessar et moi-même pour les employeurs qui relèvent de la CPAM de Pau. Et donc, si vous avez des difficultés sur tel ou tel, sur quelque motif que ce soit, enfin, concernant la gestion des arrêts de travail, surtout, n'hésitez pas à nous contacter. Hein, si vous avez des difficultés sur le temps partiel thérapeutique en AT-MP, vous pouvez nous adresser un mail ou nous appeler, contacter par téléphone. On y répondra, bien entendu, sans problème. On pourra vous éclairer, même en dehors d'un webinaire. Bon, je ne vois pas d'autres questions. Écoutez, s'il y a des choses qui n'ont pas été claires, surtout, n'hésitez pas, vous avez nos contacts, donc n'hésitez pas à revenir vers nous, hein, à nous signaler. Nous y répondrons, voilà, avec plaisir. Je vais clôturer ce webinaire et lorsque je vais le clôturer, normalement, vous devriez voir apparaître, si l'informatique ne m'a pas fait défaut une fois de plus, vous devriez voir apparaître une enquête de satisfaction. Vous serez bien aimable d'y consacrer 2 minutes juste pour nous aider à nous améliorer pour nos prochains webinaires. En tout cas, merci à tous pour votre participation et je vous souhaite une très bonne journée. À bientôt. Au revoir. Au revoir.